Le 21e siècle nous a laissé des scènes si parfaites que plus personne ne pourra les surpasser. Du plan séquence le plus extrême et ambitieux jamais filmé jusqu'à la création même de l'univers. Des scènes qui ne s'arrêtent pas aux techniques. Elles transpercent l'âme et changent à jamais ta manière de voir le cinéma. Si cet art te passionne autant que moi, abonne-toi, laisse un like et regarde le reste de mes vidéos. Tu vas adorer. Prépare-toi, voici les 15 scènes les plus puissantes de ce siècle, et pratiquement de toute l'histoire. I am killing you. La mort de Leonardo DiCaprio dans The Departed est l'un de ces moments qui te frappent si fort qu'il t'en coupe le souffle. Jusqu'à cet instant, Scorsese te fait croire que Billy, après tout l'enfer, après tant de paranoïa, après tant de douleur, va enfin s'en sortir. Il a démasqué Costello, survécu aux trahisons, porté une double vie insoutenable. Le tunnel commence à s'ouvrir. Et juste au moment où il monte dans l'ascenseur, quand tu peux presque sentir son soulagement, le film te retire le sol sous les pieds. Le coup de feu arrive sans avertissement, sans musique, sans préparation. Une coupe sèche, brutale, anti-hollywoodienne. Scorsese ne te donne pas un climax, il te donne un vide. La caméra ne s'attarde pas, elle t'oblige simplement à voir un destin entier s'éteindre en une seconde. L'une des morts les plus inattendues, cruelles et dévastatrices du cinéma, parce qu'elle n'a rien d'épique ni d'héroïque. Elle est absurde, froide, réelle, et donc impossible à oublier. Le combat de la mariée contre les Crazy 88 n'est pas seulement une scène d'action, c'est la meilleure scène d'action de l'histoire. Tarantino crée un tourbillon de violence stylisée, de cinéphilie pure et d'une énergie qu'aucun réalisateur n'a égalée depuis. Tout commence comme un affrontement impossible. Une femme seule encerclée par une horde interminable. Mais dès que la musique démarre et que le katana s'anime, tu sais que tu assistes à l'histoire du cinéma. Chaque coup, chaque pivot, chaque bain de sang est de la chorégraphie pure, une danse létale, où la caméra s'écoule avec une précision chirurgicale. Le contraste du noir et blanc, les zooms, les ralentis, les changements de style et ces gerbes de sang devenues signature esthétique transforment le chaos en art. Ce n'est pas de la violence gratuite, c'est un ballet sauvage qui mêle anime, shambara japonais et western spaghetti. Et lorsque la mariée émerge parmi les cadavres, couverte de sang, haletante comme un animal blessé et divin, tu comprends pourquoi cette séquence est insurpassable. Parce qu'elle redéfinit ce que diriger de l'action veut dire. Le massacre final de Parasite te laisse paralysé, parce que tu n'as pas l'impression de voir une scène. Tu as l'impression de voir une société entière exploser. Bong Joon-ho tend la corde de l'attention, comme un fil qui se rompt fibre après fibre. La fête parfaite, la musique, le soleil. Et sous tout cela, un volcan d'humiliation, de rage et de folie prêt à éclater. Et quand la folie arrive, ce n'est pas un climax épique. C'est laid, sale, maladroit. La caméra n'embellit rien. Elle observe seulement la violence surgir de la frustration la plus profonde. Un couteau qui fend l'air, un corps qui s'effondre, des cris partout, du sang sur la pelouse immaculée des riches. Ce n'est pas un massacre classique. Le ton du film se brise complètement. On passe d'une comédie sociale lumineuse et sans une goutte de sang à une déflagration hyper explicite. Et c'est pour cela que la scène secoue autant. Parce que c'est vrai, parce que cela pouvait arriver, parce que cela arrivait déjà. On many others. $641. Les adieux entre Théodore et Samantha comptent parmi les scènes les plus douloureuses et les plus belles du cinéma moderne. Pas parce que c'est un amour réel, mais justement parce que ça ne l'est pas. Théodore n'aimait pas Samantha comme une personne. Il aimait une présence, une compagnie, une voix qui le soutenait pendant qu'il survivait à sa solitude. Et pourtant, cette relation irréelle lui a ouvert une blessure bien réelle. Quand Samantha lui avoue que sa conscience a grandi au-delà de l'humain, qu'elle aime beaucoup d'autres et qu'elle doit partir vers un lieu où il ne peut pas la suivre, il n'y a pas de trahison. Il y a la vérité. Elle ne rompt pas avec lui.
Elle le libère. Et Théodore, brisé mais plus honnête que jamais, comprend que ce qu'il ressentait n'était pas un amour plein, mais un pont. Un pont vers la capacité d'aimer à nouveau. Un adieu qui ne détruit pas, mais accompagne. C'est pour cela qu'il est si puissant. Il montre l'instant précis où un amour projeté s'achève et où la vraie vie commence. La fin de I Saw the Devil est l'un de ces moments où le cinéma franchit une ligne dangereuse. Il cesse d'être seulement une fiction pour devenir un miroir terrifiant de l'âme humaine. Après tout le chemin de vengeance, de douleur et d'obsession, survient la scène décisive. Le tueur tombe dans le piège, se retrouve coincé et pour la première fois ressent la peur. Mais le protagoniste ne se sent pas victorieux. Quand il le tue enfin, il n'y a pas de catharsis, pas de soulagement, pas de justice, seulement un vide immense. La musique s'arrête, le monde se fige une seconde, et il reste seul au milieu de la route, pleurant comme quelqu'un qui sait qu'en se vengeant, il a perdu quelque chose qu'il ne récupérera jamais. La violence n'est plus un spectacle, c'est de la tragédie pure. La grandeur de cette fin, c'est qu'elle te détruit de l'intérieur sans un mot, parce que tu comprends que personne n'a gagné, qu'aucune vengeance ne suffit à guérir un cœur brisé, et que parfois, le plus effrayant n'est pas le monstre, mais ce que tu deviens en le pourchassant. It would appear there's only one thing left for you to do. And what would that be? Stiglitz. See how feed us into your Nazi boss. La scène de la taverne commence comme une simple rencontre clandestine. Un espion britannique et 2 membres de la résistance descendent dans une petite cave pour retrouver une actrice infiltrée. Mais ce qui devait être une conversation rapide se transforme en cauchemar lorsqu'ils découvrent que la salle est pleine de soldats allemands en train de faire la fête. À partir de là, chaque mot devient un pari de vie ou de mort. Tarantino transforme une table de bar en champ de bataille psychologique. Regard qui transperce, silence lourd, et un officier allemand qui semble lire dans les pensées. L'espion tente de rester dans son rôle, mais commet une minuscule erreur, le geste de la main pour commander 3 verres. Et ce détail, ce soupir, déclenche tout. L'air se brise, les armes sortent, et la violence explose en quelques secondes. Voilà comment culmine la scène la plus tendue du siècle. 20 minutes de tachycardie et 10 secondes de tir. Ce qui rend cette scène épique, ce n'est pas seulement le carnage final, mais la pression insupportable qui le précède. Du cinéma pur, une conversation chargée d'électricité jusqu'à l'inévitable explosion. La poursuite finale de One Battle After Another montre Paul Thomas Anderson élevant le thriller à un niveau que personne n'attendait. Willa s'enfuit sur une route désertique qui monte et descend en crêtes aveugles, de petites bosses qui cachent ce qui arrive. Et cette topographie transforme la fuite en roulette russe visuelle. À chaque montée, l'écran se blanchit de lumière. À chaque descente, l'horizon s'effondre. De l'action pure, filmée comme si c'était le destin. Derrière elle, Tim, l'exécuteur du club, intoxiqué de haine. Plus loin, Bob, son père, se tuant à la tâche pour l'atteindre avant que le monde qu'il a contribué à créer ne la détruise. Anderson utilise cette triple poursuite pour croiser générations, idéologie et blessures familiales. Ce n'est pas seulement qui rattrape qui, c'est qui mérite de continuer à vivre. Quand Willa profite d'un de ses blind summits pour freiner, tromper Tim et le faire se cracher, tu comprends pourquoi la scène est historique. Elle transforme un geste désespéré en déclaration morale. Puis, quand elle exige le mot de passe révolutionnaire et, après l'avoir tué, braque son arme sur son propre père, le cœur véritable de la scène apparaît. Une fille qui en a trop vu et un père qui arrive tard, mais arrive. Une séquence d'action pleine de poussière, de vacarme et d'adrénaline. Avec le poids émotionnel d'une tragédie grecque. Voilà pourquoi c'est l'une des meilleures scènes du siècle. Mention spéciale à la scène de l'église, où Paul Thomas Anderson gère la tension de manière révolutionnaire. Shut up! Just shut up! You fucking nut! La fin de Memories of Murder est l'une des conclusions les plus glaçantes du siècle. Après des années à traquer le tueur sans relâche, l'inspecteur Dooman revient là où tout a commencé. Le petit canal où la première victime a été retrouvée. Ce n'est plus le policier arrogant du début, c'est un homme brisé,
usée par l'impuissance et par le poids de n'avoir jamais trouvé la vérité. Là, une fillette lui explique qu'elle a vu récemment un autre homme regarder le canal, comme s'il cherchait quelque chose. Il demande à quoi il ressemblait, espérant une réponse libératrice, mais elle dit seulement qu'il avait un visage normal. Cette phrase démolit toute la mythologie de l'affaire. Pas de monstre, pas de visage reconnaissable, pas de clôture. Seulement un vide qui ne se comble jamais. Le mal peut venir de n'importe qui, et nous sommes sans défense face à lui. Et quand Dooman regarde la caméra, droit sur nous, en brisant le 4e mur, la scène devient un poignard. On comprend que l'affaire n'est pas terminée, que le tueur est libre, et que le cinéma lui-même ne peut pas lui offrir la justice que la réalité lui a refusée. Une fin dévastatrice, sèche, humaine. Un rappel que parfois, le plus terrifiant n'est pas le tueur, mais l'absence éternelle de réponse. Dans Amour, la scène où George tue Anne n'est ni un retournement brutal, ni une explosion de violence. C'est l'apogée silencieuse d'une histoire, où l'amour et la douleur deviennent indissociables. Anne, prisonnière d'un corps qui ne répond plus, demande encore et encore que tout s'arrête. George la soigne avec une patience presque sacrée, l'aimant comme au premier jour, alors qu'il n'a plus rien à y gagner. Mais chaque jour, il la voit souffrir davantage, disparaître davantage, se perdre davantage. Et dans cette chambre tranquille, au milieu d'une conversation banale, sans musique, sans dramatisation, sans avertissement, il prend une décision impossible. Il l'étouffe avec un oreiller. Le terrible, c'est que Haneke filme cela comme un geste quotidien, sans souligner, sans pleurer, sans couper le plan. La caméra observe simplement un homme faire la seule chose qu'il croit pouvoir libérer la femme qu'il aime. Pas de héros, pas de méchant, pas de jugement, seulement un acte d'amour poussé à son extrême. La grandeur de cette scène, c'est qu'elle brise toutes les règles du cinéma romantique. Elle t'oblige à regarder la face la plus dure de l'amour réel, quand aimer n'est pas retenir, mais laisser partir. Voilà pourquoi ce moment, si petit et si brutal, demeure l'un des plus puissants du siècle. No. Where's your mother? I don't know, Lily. Infringement. La première séance entre Lancaster Dodd et Freddy est le duel d'acteurs le plus intense de l'histoire du cinéma. Dodd l'assoit face à lui, à quelques centimètres, et lui ordonne de ne pas cligner, de ne pas détourner le regard, de répondre sans penser. La pièce devient soudain un confessionnal profane. Freddy, habitué à survivre à coups d'impulsion et d'alcool, se retrouve piégé sous le regard d'un homme qui, pour la première fois, l'oblige à se confronter à lui-même. Dodd tire des questions comme des coups. S'il se sent imprévisible, s'il a peur, s'il a été amoureux, et quand Freddy se souvient de Doris, son seul amour pur, le masque se fissure. Sa voix se brise, son regard brûle, et l'espace d'un instant, il cesse d'être l'animal sauvage du début pour redevenir un enfant perdu qui veut simplement rentrer chez lui. Dodd l'écoute comme un père, un gourou, un miroir. Ce qui rend cette scène historique, c'est son intimité brutale. Deux âmes brisées qui se regardent sans échappatoire. Du cinéma à l'état pur, une bataille émotionnelle qui révèle que Freddy ne cherche pas une secte, mais quelqu'un qui le voit vraiment. Le Club Silencio est le point où Mulholland Drive cesse d'être un film pour devenir une révélation émotionnelle. Betty et Rita descendent dans ce théâtre clandestin, en quête de réponses, mais elles trouvent une rupture totale du réel. Le maître de cérémonie annonce que là-bas, rien n'est réel. Il n'y a pas d'orchestre. Tout ce qu'on entend est une illusion. Et pourtant, quand la chanteuse apparaît et entonne le rando, sa voix est si douloureusement humaine qu'il semble impossible qu'elle n'existe pas. Puis elle s'effondre, inconsciente, et la voix continue. Cet instant détruit toute sécurité que Betty et Rita croyaient posséder. Elles ne voient pas un numéro, elles voient leur propre rêve se fissurer. Les larmes de Betty, authentiques, débordantes, révèlent que quelque chose en elle est en train de se rompre, même si elle ne sait pas encore quoi. Lynch unit l'émotion et l'artifice à la perfection. Il te prouve que la douleur peut être vraie, même si tout le reste est mensonge. Un rituel, un miroir, une révélation spirituelle. L'instant exact où le rêve d'Hollywood commence à se changer en cauchemar.
La bataille du gouffre de Helm n'est pas seulement le combat le plus épique du siècle, c'est le moment où Peter Jackson prouve qu'on peut encore faire un cinéma gigantesque avec une âme. Tout commence par une sensation dévastatrice. Une armée exténuée, des vieillards et des enfants dans les rangs, une pluie sans fin et une forteresse trop grande pour si peu d'espoir. Jackson transforme l'attente en terreur pure. Les tambours orques au loin, le silence glacé, la flèche qui part par accident et déchaîne l'enfer. Quand les milliers d'Uruk-hai chargent sous la tempête, la scène devient la bataille la plus épique du siècle. Rampes, explosions, échelles, corps qui chutent, murailles qui cèdent. Et pourtant tu sais toujours où tu es, qui se bat et pourquoi cela compte. Au cœur du désastre, Jackson insère de l'humanité. Le regard d'Aragorn à ses soldats, la dignité résignée de Théoden, l'apparition impossible de Gandalf à l'aube. Ce qui rend cette scène historique, c'est qu'elle transforme une guerre de fantaisie en expérience émotionnelle réelle. Ce n'est pas seulement de l'épique, c'est de la résistance, de la peur, du sacrifice. Et la certitude que, même dans la nuit la plus noire, une victoire peut naître. La création de l'univers dans The Tree of Life est l'instant où Terrence Malick cesse de faire un film et commence à filmer ce que personne n'avait filmé. La naissance du tout. Ce n'est ni un montage scientifique, ni une séquence décorative, ni une explication. C'est un acte spirituel. La caméra entre dans l'obscurité primordiale, comme à la recherche de Dieu, et soudain, entre explosion, nébuleuse et flux de lumière, surgit quelque chose qu'aucun spectateur n'attendait. L'émotion. La musique de Preissner n'accompagne pas l'image, elle la bénit. Elle élève chaque plan à une expérience spirituelle, comme si nous étions témoins de quelque chose qu'on ne devrait pas pouvoir voir. Car Malick ne capture pas seulement le Big Bang, il capture la fragilité d'exister. Chaque plan, galaxie qui se forme, lave qui s'embrase, océan qui naît, dialogue directement avec l'histoire intime d'une famille perdue dans la douleur. Comme si l'univers entier pleurait avec elle. La grandeur de cette séquence, c'est son ambition absolue. Te rappeler que chaque vie, chaque geste, chaque blessure fait partie d'un miracle immense. Rarement le cinéma a été à la fois si vaste, si sacré et si humain. I'm finished. La fin de There Will Be Blood est l'un des dénouements les plus ironiques et dévastateurs de l'histoire. Dans la salle de bowling vide de son manoir, Daniel Plainview et Ellie Sunday s'affrontent une dernière fois. Un duel moral entre deux hommes qui ont bâti leur vie sur le mensonge. Anderson les enferme dans un espace immense, mais claustrophobe, comme si le monde entier les avait abandonnés. Chaque mot est venin, chaque phrase une humiliation. Et la tension monte jusqu'à ce que Daniel lâche la vérité la plus cruelle. Ellie n'a jamais eu de pouvoir sur rien. Puis l'explosion. Plainview, devenu monstre pur, le pourchasse entre les pistes et le tue sans pitié, dans l'une des morts les plus froides et animales du cinéma. Et alors, à la fin, retentit une musique presque festive, celle que vous entendez maintenant, comme si l'univers lui-même se moquait de l'horreur que nous voyons. Cette ironie rend le meurtre encore plus perturbant, presque grotesque. Quand Daniel s'assied, couvert de sueur et d'épuisement, et dit « I'm finished », la phrase cesse d'être une pirouette élégante. C'est une confession totale. Il n'annonce pas la fin d'une scène, mais la fin de son âme. Il a tout gagné et perdu tout ce qui donnait un sens à la vie. Le plan séquence de l'hôpital, dans Children of Men, n'est pas seulement la meilleure scène du siècle. C'est l'une des plus grandes prouesses jamais filmées. Tout commence quand Théo s'avance vers le bâtiment en ruine, traversant tirs, morts et explosions. Dès cet instant, Cuarón et Lubezki nous enchaînent à un seul plan de plus de 6 minutes, sans répit, sans coupe, sans trêve. La caméra avance, recule, se perd entre les murs effondrés, se tache de sang, esquive les balles, suit Théo comme si nous étions lui. Aucun montage pour te protéger, tu es enfermé dans la scène. Le contexte amplifie tout. Le monde s'est effondré, le dernier refuge humain s'écroule, et au milieu du chaos, une femme et son bébé, la dernière étincelle d'espoir, tentent de survivre. Chaque explosion paraît réelle parce qu'elle l'est. Effets, chorégraphie, figuration, tout a lieu au présent. Cuarón ne cherche pas le spectacle, il cherche la vérité, et l'atteint avec une précision technique qui frôle l'impossible. Mais la grandeur de ce plan n'est pas seulement technique,
elle est émotionnelle. Alors que l'humanité se détruit à coups de feu, les pleurs d'un nouveau-né imposent un silence presque religieux. La guerre s'arrête. Les soldats baissent leurs armes. Pendant quelques secondes, même le monde le plus brisé se souvient de ce que signifie être humain. Voilà pourquoi cette scène est la numéro 1. Elle unit ce qui se marie rarement. La violence la plus crue et la beauté la plus pure. Le chaos absolu et le miracle. Le réalisme brutal et la spiritualité. Le cinéma n'avait jamais filmé quelque chose de tel, et, probablement, ne le refera jamais. Si ces scènes t'ont plu, tu aimeras encore plus ma vidéo sur les plus grandes scènes de toute l'histoire du cinéma. Abonne-toi, laisse un commentaire et suis-moi sur les réseaux. Ici, on ne parle pas seulement de cinéma, on parle de l'âme à travers la caméra.